La Révolution a été faite par des voluptueux. Les livres libertins commentent donc et expliquent la Révolution. Cet exergue est signé Charles Baudelaire dans ses notes sur les liaisons dangereuses. Alors pour traiter un sujet si vaste et si ambitieux, j'ai choisi de vous proposer l'architecture suivante. Dans une première partie, je vais tenter d'ébaucher une définition des termes libertin et libertinage. Ensuite, un rappel chronologique et historique plutôt didactique, mais très bref, rassurez-vous, nous permettra de situer dans le temps d'abord les différents acteurs politiques et puis les acteurs littéraires et philosophiques des 2 siècles concernés par notre étude, ceux qu'on désignera sous la très large étiquette libertin. Et enfin, je conclurai rapidement sur la question de l'influence réelle ou rêvée des dits libertins sur le mouvement qui devait amener la Révolution française. Un homme aimant le plaisir, tous les plaisirs, sacrifiant à la bonne chair, le plus souvent de mauvaises mœurs, raillant la religion, n'ayant autre Dieu que la nature, niant l'immortalité de l'âme et dégagé des erreurs populaires. En un mot, c'est un esprit fort doublé d'un débauché. Ça, c'est la définition que donne Frédéric Lachèvre, qui était un célèbre compilateur de textes libertins au tout début du XXe siècle. Et ce chercheur impénitent, à qui on doit l'exhumation de nombre de textes majeurs du libertinage, son travail considérable, le libertinage au XVIIe siècle, comprenait une quinzaine de volumes, publiés entre 1909 et 1924. Ce chercheur était donc doublé d'un fiefé moraliste, puisqu'il va jusqu'à écrire que athéisme et internationalisme découlent nécessairement d'une seule cause qui est à leur origine, le déséquilibre mental synthétisé par le libertinage. Affirmation plutôt effrayante, à moins qu'il ne s'agisse d'une sorte d'humour, mais malheureusement j'ai bien peur que ce ne soit pas le cas. Et on peut légitimement se poser la question de la motivation d'un tel travail. Il semble qu'il faille une certaine dose de perversité pour passer des années à rechercher et reproduire des textes qu'on réprouve. Mais bon, passons, fermons la parenthèse. Alors sur un plan purement étymologique, en tout cas, le mot latin libertinus est apparié au substantif libertus, libéré, dans l'acception d'affranchi, et désigne un esclave à qui son maître a donné la liberté. Il peut aussi signifier fils d'affranchi, ou affranchi de la 2e génération. Remarquons au passage qu'on retrouvera ce terme d'affranchi dans le langage argotique pour nommer celui ou celle qui est au courant d'un secret, qui est initié, au contraire du commun des mortels. Bref, celui ou celle à qui on ne la fait pas. Au Moyen-Âge, libertin est employé pour les esclaves sarrasins convertis au christianisme, autrement dit, entre guillemets, libérés d'une fausse, d'une mauvaise religion. Au XVIe siècle, il devient nettement péjoratif, utilisé pour dénoncer et condamner l'absence de religion et l'athéisme, et porte aussi le sens de rebelle à toute contrainte, à toute autorité. Pour Antoine Furetière, qu'on voit ici en photo d'époque, 1619-1688, auteur d'un dictionnaire universel alphabétique. Ce mot désigne celui qui ne veut pas s'assujettir aux lois,
aux règles de bien vivre, à la discipline d'un monastère. Et il se dit aussi, à l'égard de la religion, de ceux qui n'ont pas assez de vénération pour ses mystères ou d'obéissance pour ses commandements. En 1690, Pierre Richelet affirme que libertin s'entend dans le sens de coquin et débauché. Et il ajoute, ce mot se dit en riant et signifie qui suit sa pente naturelle sans s'écarter de l'honnêteté. 4 ans plus tard, dans le dictionnaire de l'Académie, le terme s'emploie aussi pour un homme qui, par libertinage d'esprit, se met au-dessus des devoirs et des obligations ordinaires de la vie civile. C'est un homme qui ne se refuse rien, qui ne se contraint pour rien et qui mène une vie de philosophe. On commence donc à distinguer là toute l'ambiguïté que recèlent ces termes entre une certaine liberté de comportement affectif et sexuel, qu'on appellera libertinage de mœurs, et la liberté de penser par rapport au dogme établi, libertinage érudit, auquel René Pintard appliquera la belle formule, pardon, libertinage d'esprit, auquel René Pintard appliquera la belle formule de libertinage érudit. Ce que Didier Foucault, dans son Histoire du libertinage, résume ainsi: le libertin est celui qui revendique la liberté de penser ou la liberté de conduite, sans se préoccuper des préceptes de la religion. Alors ces deux sens distincts, certains tenteront parfois de les opposer en prétendant de manière très schématique que le libertinage érudit de pensée à partir du XVIIe siècle et le libertinage de mœurs au XVIIIe, ce qui est sans doute un peu trop simpliste. On verra bien sûr tout à l'heure que les deux types de libertinage coexistent tout au long des 2 siècles et parfois même chez le même auteur. A l'inverse, d'autres tenteront de les associer étroitement, la morale étant tenue pour une annexe de la religion. Quiconque prend des libertés avec cette dernière est par conséquent convaincu d'en prendre avec la morale et réciproquement. Le Hongrois Peter Nagy, dans un petit essai paru en 1975, Libertinage et Révolution, auquel au passage j'ai emprunté sans vergogne mon titre, écrit qu'au XVIIe siècle, le concept de libertinage recouvre en fait un ramassis d'idées, d'opinions et de préceptes qui vont de la critique naissante des dogmes chrétiens, critique fortement teintée de scepticisme, jusqu'au mépris plus ou moins ouvert des dogmes et préceptes de l'Église. Il y apparaît dès le début une tendance à la libération, non seulement spirituelle, mais morale et même sensuelle, des prescriptions et interdits des religions chrétiennes, ou plutôt de la société régie par les églises chrétiennes. Et plus tard, toujours pour Nagy, je ne sais pas comment on prononce, le mot de libertin garde le sens d'impie ou d'athée. La logique qui était au fond du raisonnement de Calvin joue toujours. Qui est de mœurs déréglées est forcément impie, et réciproquement. C'est à Bayle que nous devrons un pas décisif en ce domaine par la distinction qu'il a clairement définie entre athée et libertin. Fin de citation. Alors ce Bayle dont il est question, Pierre, de son prénom, était un philosophe français protestant d'origine ariégeoise, vivant sous le règne de Louis XIV et qui a été contraint de s'exiler aux Pays-Bas du fait de ses idées. Il a mené un travail essentiel, à mon sens, de l'avis aussi de plusieurs de mes confrères et consoeurs, un travail essentiel, sorte de maillon indispensable et pourtant malheureusement méconnu, oublié, entre Montaigne et Montesquieu. J'en reparlerai au cours de la présente conférence et je peux même vous en parler lors d'une éventuelle conférence qui lui serait spécifiquement consacrée si vous le souhaitez, mais qui reste à faire. Un exemple frappant de cette confusion sémantique entre donc athée et libertin se trouve dans la scène 1 de l'acte 1 du célèbre Don Juan, de Molière bien sûr. Pièce qui fut frappée d'interdit à sa création en 1665 suite aux démarches des dévots de la Compagnie du Saint-Sacrement auprès de la reine. Alors dans cet extrait de scène que je vais vous lire,
C'est le Valais Ganarelle qui parle à son collègue Gusman. Tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel ni enfer, qui passe sa vie en véritable bête brute, en pourceau des piqûres, un vrai sardanapale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances qu'on lui peut faire et traite de billes visées tout ce que nous croyons. C'est un épouseur à toutes mains. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Alors, dans la réalité, qui sont donc ces libertins? Pour l'historien François-Thomy Perrin, auteur en 1896 d'un ouvrage majeur sur les libertins en France au XVIIe siècle, que j'ai eu la chance de dégoter chez un bouquiniste, il discute les questions qui se rapportent à l'existence de l'être humain, du corps social et du monde. Ou plutôt, ils émettent sur ces matières des opinions parfois hardies jusqu'à l'extravagance, dont s'indignent les moutons de Panurge qui reçoivent les leurs toutes faites. Rebelles en général à l'intervention quotidienne de la divinité dans nos petites affaires, ils répètent volontiers après Épicure, « Lorsque nous sommes, la mort n'est pas. Lorsque la mort est, nous ne sommes plus. Elle n'est donc ni pour les vivants, ni pour les morts. » Pour Jacques Prévost, qui a dirigé l'édition de des deux volumes de la Pléiade sur les libertins du XVIIe siècle, les gens qu'on a regroupés sous le terme de libertin ne font pas autre chose que de poser un problème philosophique en s'interrogeant sur la vérité. Est-elle accessible? Comment y atteint-on? Un vrai définitif existe-t-il? Y a-t-il une légitimité du dogme? Tout système à penser n'attente-t-il pas à ce que l'homme porte en lui de plus profond et de plus digne, la liberté de conscience? Personne n'est plus sensible que ces gens-là à la valeur de l'expérience, et en particulier l'expérience de l'erreur. Le libertinage est la réponse d'une élite intellectuelle. Le libertin, homme de culture ou érudit, passionné de réflexion philosophique, attentif aux conséquences du progrès scientifique, est une intelligence critique appuyée sur le sentiment aigu de son individualité. Et ici, je me permets une petite parenthèse au sujet encore de Bayle, Pierre Bayle. Quand Prévost parle de l'expérience de l'erreur, c'est à un concept éminemment baylien qu'il fait référence. Bayle nommait ce droit à l'erreur, de la très belle expression, la conscience errante. Et sa devise, qui est devenue d'ailleurs le slogan de la libre pensée, tenait en 3 verbes à l'infinitif: douter, chercher, comprendre. Et Prévost ajoute, vous excuserez ces citations un petit peu longues, mais elles me paraissent parler bien mieux que je ne saurais le faire moi-même. Ils ont été la conscience de leur siècle, obsédés de l'humain, mais sans illusion sur l'homme. Ce qu'ils retiennent de l'héritage des siècles passés, c'est le pouvoir de questionner, le droit de critiquer. En traquant la lubie dogmatiste, ils ont été les premiers ennemis du fanatisme, qui a réservé ses coups les plus cruels à certains d'entre eux. Et pour finir avec Prévost, ce dernier estime que les textes qu'il a réunis dans ces 2 volumes de la Pléiade, que je vous ai montré tout à l'heure, révèlent la puissance et la modernité d'un mouvement intellectuel agissant au cœur même du siècle, héritier audacieux de la Renaissance et porteur de lumières qui brilleront encore au XVIIIe siècle, quoique d'un éclat différent. L'étude du libertinage est indispensable à l'intelligence du XVIIe siècle, et c'est une grande faute que de l'avoir si longtemps maintenu dans les marges de l'histoire littéraire. À propos de cette occultation des libertins dans l'histoire de la littérature, remarquons que dans le volume que la célèbre collection de manuels scolaires des compères Lagarde et Michard consacre à la littérature du XVIIe siècle, les libertins sont expédiés en 2 maigres pages
quand Pascal y a droit à une bonne cinquantaine et Bossuet une trentaine. Voilà qui est tout à fait révélateur, surtout pour un manuel de l'école de la République. En fait, et nous le verrons plus en détail dans quelques instants, on va trouver des libertins d'esprit et des libertins de mœurs tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles, comme je vous le disais tout à l'heure, avec d'une part des libertins d'esprit et de mœurs, comme le poète d'origine protestante Théophile de Vion, au tout début du XVIIe, ou le fameux Mirabeau à la fin du XVIIIe. Et d'autre part, des libertins seulement d'esprit. Je pense à Pierre Gassendi, au début du XVIIe, Gassendi, qu'on connaît un peu dans notre département, puisque le musée de Digne porte son nom, et une partie, quelques pièces lui sont consacrées. Pour qui il n'est pas plus étrange qu'un athée vive vertueusement, qu'il n'est étrange qu'un chrétien se porte à toutes sortes de crimes. Ou, vers la fin du XVIIIe, le baron... Pardon, j'ai sauté un... J'ai sauté un paragraphe. Pierre Baille, donc encore lui, à la fin du même siècle, pour qui... Pardon, je ne sais plus où j'en suis là. Quand il y a du bruit, ça... Gassendi. Bon, passons. Le baron d'Holbach, qui écrit « La philosophie pourrait-elle se glorifier d'avoir pour adhérent dans une nation dissolue une foule de libertins dissipés et sans mœurs, qui méprisent une religion lugubre et fausse, sans connaître les devoirs qu'on doit lui substituer ?» Ou même, dans le deuxième chapitre, « Chronologie et contexte historique ». Alors, à droite de la ligne de temps verticale, ce seront les personnages politiques, rois, reines, régents, premiers ministres, avec leurs périodes respectives de règne ou d'exercice du pouvoir, à droite. Tout à l'heure, dans la partie de gauche, viendront s'inscrire les poètes, romanciers, philosophes, on dirait aujourd'hui les intellectuels, que nous considérerons comme libertins, avec toutes les nuances que je viens d'évoquer, et qui vont se succéder en fonction de leur période approximative d'activité. Le découpage du temps est bien sûr un choix complètement arbitraire, ne serait-ce que l'invention de l'année zéro, basée sur la naissance hypothétique d'un personnage qui, s'il a réellement existé, n'est sans doute même pas né au moment qui a été retenu. Il y aurait quelques années d'écart, mais là n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Et nous conviendrons avec Perrin que découper l'histoire en tranches séculaires est un procédé trop commode pour que, tout en le reconnaissant conventionnel et défectueux, on n'y renonce jamais. Alors, quand commence le XVIIe siècle? Le 1er janvier 1600, à moins qu'on se donne d'autres repères, comme la mort de Michel de Montaigne en 1592, qui pour d'aucuns clôturerait philosophiquement le XVIe siècle. Ou bien l'assassinat de Henri IV en 1610, qui marquerait symboliquement la fin de la Renaissance et le début de l'âge classique. Peu importe, finalement, car c'est bien sur la figure légendaire du bon roi Henri que s'ouvre cette chronologie. Ce Béarnais d'origine protestante se fait catholique par stratégie politique et permet à la France, vous vous souvenez de la célèbre phrase « Paris vaut bien une messe », et permettent à la France de se redresser après plusieurs décennies de terribles guerres fratricides. Il est assassiné, vous le savez, le 14 mai 1610. Son fils, le futur Louis XIII, n'a que 8 ans, et s'ouvre alors une période très troublée, la reine Marie de Médicis assurant la régence pendant 7 ans, la première des 3 régences que connaîtront ces 2 siècles. À moins de 16 ans,
Louis XIII, en avril 1617, prend le pouvoir en faisant enfermer sa propre mère. À partir de 1624, le cardinal de Richelieu occupe la place de Premier ministre, exerçant le pouvoir réel en France pendant 18 ans, jusqu'à sa mort en décembre 1642. Louis XIII ne lui survivra pas 6 mois, puisqu'il meurt à son tour en mai 1643, laissant le futur Louis XIV à peine 4 ans et demi, sous la coupe de la mère de ce dernier, Anne d'Autriche, et surtout du poulain de Richelieu, le cardinal Mazarin. C'est la seconde régence de la période, avec de nouveaux troubles, la Fronde, on dit aussi les Frondes, tant l'époque est troublée, de 1648 à 1653. Jusqu'à sa mort en mars 1661, c'est Mazarin qui assurera la réalité du pouvoir, mais dès cet instant, le jeune roi n'a que 23 ans à la mort de Mazarin, et jusqu'à sa propre mort en 1717, à 77 ans, Louis XIV détiendra seul tous les pouvoirs, soit 54 ans de monarchie absolue. Ses propres fils étant décédés avant lui, c'est son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, qui lui succédera. Mais comme il n'a que 5 ans, c'est Philippe d'Orléans, le fils du frère de Louis XIV, qui assurera la régence jusqu'en 1723. Par rapport à la fin du règne du monarque précédent, où les dévots avaient pris le dessus, cette période s'avère plus libre, le régent aimant à s'entourer de libertins. Louis XV régnera de 1726 à 1774, soit 48 ans, ce qui est pas mal, un peu moins que son arrière-grand-père, pas mal quand même. À sa mort, c'est son petit-fils, Louis XVI, qui accède au pouvoir, mais n'y restera guère que 15 ans, puisque 1789, vous le savez, c'est la Révolution. Voilà donc un parcours très rapide, très résumé, car là n'est pas le sujet principal, mais c'est pour situer, comme je vous l'ai dit, historiquement. Le sujet principal arrive aussi, les libertins eux-mêmes. Dès la fin du XVe et début du XVIe siècle, dans toute l'Europe, France, Italie, Hollande, Allemagne, Angleterre, selon l'historien François-Tony Perrins, un certain nombre d'hommes professaient des idées hardies sur la religion. Le paradis, pure illusion, et l'enfer, pur fantôme imaginé par les théologiens, comme les religions par les politiques, pour s'assurer l'obéissance. La récompense, la punition n'étant plus que des non-sens, avec un Dieu qui contient tout en soi et est par conséquent l'auteur du mal comme du bien, l'homme peut lâcher la bride à ses passions, égayer ainsi de quelques joies son séjour de misère, s'y ouvrir le seul paradis à espérer. C'est ce flot intellectuel que nous allons tenter de suivre à présent, sous forme d'une sorte de catalogue, non exhaustif bien sûr. Ainsi, avant le XVIIe siècle, on pourrait citer Érasme, qui longtemps avant Luther avait effleuré de son doute maints dogmes consacrés, Trinité, Saint-Esprit, divinité du Christ, culte des saints, sacrements, autorité des Écritures et des conciles, pouvoir et cérémonies de l'Église, peines éternelles, célibat des prêtres, indissolubilité du mariage et jusqu'à la redoutable Inquisition. Il groupait autour de lui, dans une opinion moyenne, mi-partie de croyance et de critique, des hommes qui inclinaient à l'incrédulité tolérante, également éloignés des catholiques immobiles et des réformés trop remuants. Deuxième personnage, c'est Rabelais, qui, avec une verve sans pareille et un jugement sans égal, n'entend compromettre ni sa vie ni sa liberté, mais il combat les abus et raille les erreurs. Un penseur, un philosophe, un critique, gai et bouffon, par volonté autant que par nature, car il sait que gaieté et bouffonnerie sont en France le meilleur passeport pour les vérités sérieuses. Et il compte, avec une satire aussi vive que juste, enfoncer le point plus avant. C'est ainsi qu'il prône le retour antichrétien à la nature, le libre et universel examen, le doute philosophique
comme fondement nécessaire à nos connaissances. Bref, toujours pour Périns, un des plus retentissants précurseurs des libertins. Le père Garas, un jésuite qui poursuivra ses imprécations le bon Théophile de Vaux et ses compères libertins, on y viendra dans un moment, ne s'y trompe pas qui dit de Rabelais « ce vaut rien, ne mérite pas la peine qu'on en parle. Je dis seulement que pour le bien qualifier, il faut dire de lui que c'est la peste et la gangrène de la dévotion. Il est impossible d'en lire une page sans danger d'offenser Dieu mortellement. » Mortellement, on ne sait pas si c'est pour Dieu ou pour l'offenser. Troisième grand personnage, c'est Montaigne, bien sûr, que Périns considère comme le grand ancêtre des libertins, même si lui-même ne se déclare jamais athée. C'est quand même bien lui qui écrit dans le chapitre 13 du livre 3 de ses essais que la nature a maternellement observé que les actions qu'elle nous a enjointes pour notre besoin nous fussent aussi voluptueuses. Et à propos de ces deux derniers auteurs, Rabelais et Montaigne, Hubert Join écrit dans son très bel ouvrage « Les libertinages de la raison » « Aucune révolution n'est plus audacieuse que celle qu'accomplissent ces deux hommes. » Enfin, pour quatrième personnage, Pierre Charon, secrétaire, disciple et héritier de Montaigne, toutes les religions sont étranges et horribles au sens commun. Elles sont, quoi qu'on dise, tenues par mains et moyens humains. Et Didier Foucault, comme j'ai déjà cité son Histoire du libertinage, écrit « Nul, dans les temps modernes, n'avait dissocié aussi nettement morale et religion, et par voie de conséquence, morale et christianisme. Ne serait-ce qu'à ce titre, Charon était devenu un vrai danger pour l'Église. » Tout au long du XVIIe siècle, ce groupe d'écriers des libertins représente l'opposition, facteur essentiel de toute société. En politique, en religion, en littérature, ils résistent au convenu et à l'imposé. Ils représentent les droits trop méconnus de la liberté humaine. Alors ce XVIIe siècle va commencer très fort avec l'exécution à Rome du philosophe italien Giordano Bruno, dominicain né en 1548 et brûlé vif le 17 février 1600, après 7 ans de cachot, comme apostat, violateur de ses vœux, hérétique et luthérien, impie et athée, pour avoir voulu affranchir de ses béquilles la philosophie dans un pays où elle n'avait osé que bien rarement marcher sans l'appui des autorités consacrées. En fait, il avait surtout le grand tort de défendre la théorie copernicienne. Comble de provocation, il mourut en refusant d'abjurer ses erreurs, repoussant d'un air farouche le crucifix qu'on lui tendait. 19 ans plus tard, c'est le tour de Giulio Cesare Vanini, jeune prêtre napolitain, ami de la raison et ennemi du dogmatisme, mettant beaucoup d'esprit au service de ses idées. Il se déclare très explicitement disciple d'Averroès, le philosophe arabo-andalou, et d'après Antoine Adam, qui a été un grand professeur à la Sorbonne, il a joué à Paris puis à Toulouse le rôle que Théophile de Viau, à partir de 1617-1618, jouera à son tour. Il pénètre à la cour, s'entoure de la jeunesse la plus brillante, lui offre l'amusement de ses bouffonneries, de ses paradoxes, insinue tous les scepticismes, prêche l'incrédulité, donne le goût des blasphèmes. La ressemblance est si grande que Théophile paraît avoir voulu continuer à Paris le rôle et l'action de Vanini. Ces dialogues, qui paraissent en 1616, inquiètent grandement les autorités françaises. Il écrit, entre autres provocations, « Les enfants qui naissent avec l'esprit faible sont par là d'autant plus propres à faire de bons chrétiens. » Au cours de son procès, en 1618, il aurait affirmé « Pour Dieu, je n'en crois point. Pour le roi, je ne l'ai offensé. Pour la justice, que le diable l'emporte, s'il y a des diables au monde. » Il sera brûlé vif à 34 ans, le 7 février 1619, place du Salin, Toulouse, après qu'on lui eut arraché la langue. Alors je signale au passage un ouvrage
qui fait définitivement référence sur ce sujet, c'est celui de l'ami Didier Foucault, publié en 2003, un philosophe libertin dans l'Europe baroque, Giulio Cesare Vanini. Mais c'est avec Galilée que s'inaugure vraiment la philosophie des Lumières, écrit Jean-Paul Jouary. Galileo Galilei écrit en effet dès 1623 « La philosophie est écrite dans ce très grand livre qui se trouve continuellement ouvert devant nos yeux. » Je veux parler de l'univers. Mais il ne peut se comprendre si auparavant on n'a pas appris à comprendre la langue et à discerner les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique, et les caractères en sont des triangles, des cercles et autres figures géométriques, sans le moyen desquels il est impossible d'en comprendre humainement aucune parole. Sans eux, on erre vraiment dans un labyrinthe obscur. Et donc, revenons à cette ligne chronologique que je vous ai montrée tout à l'heure. Il nous reste donc toute la partie de gauche à remplir. Et vous allez voir qu'elle va se remplir. Il semble bien que, dès 1615, Théophile Deviau, dont je parlais tout à l'heure à propos de Vanini, soit athée comme tout un noyau d'incrédules, détaché non pas seulement des croyances catholiques, mais de tout credo, du déisme même, et hostile à la religion par haine de toute discipline. Exilé par ordre de Louis XIII en juin 1619, pour avoir fait des vers indignes d'un chrétien tant en croyance qu'en saleté, et pour ses débauches et mauvaises mœurs et impiétés. Donc ici encore, on retrouve, vous le notez, l'addition libertin de mœurs et libertin de pensée. Suite à la publication en novembre 1622 du Parnasse satirique, un recueil de poèmes de divers auteurs, dont certains se situent nettement sur le versant de l'obscénité, et qui portait en exergue une pièce obscène signée par Théophile, un jésuite, le tristement père Garas, que j'évoquais tout à l'heure, s'acharne contre lui, celui qu'il considérait comme le chef de la bande épicurienne et le corrupteur de la jeunesse de la cour. Un procès s'ensuit, le jugement est rendu le 18 août 1623, et Théophile est condamné à être brûlé vif sur la place de Grève, après avoir reconnu à genoux devant le portail de Notre-Dame en chemise et la corde au cou, qu'il avait composé un livre plein de blasphèmes, impiétés et abominations contre l'honneur de Dieu, de l'Église et de l'honnêteté publique, et après en avoir demandé pardon à Dieu, au roi et à la justice. Mais le 19 août, la sentence est exécutée, mais sur un mannequin, fabriqué à l'effigie de Théophile qui a prudemment pris la fuite. Malheureusement, en septembre de la même année 1623, il est arrêté dans le nord de la France, juste avant d'avoir pu atteindre la frontière belge. Enfermé à la conciergerie, il n'en sortira qu'au bout de 2 ans, en septembre 1625, après un procès qui le condamne au bannissement perpétuel et à la confiscation de tous ses biens, mais à peine un an plus tard, il meurt, vraisemblablement des suites d'une tuberculose contractée en prison. Charles Sorel, sieur de Souvigny, est l'auteur d'un roman publié en 1623, La vraie histoire comique de Francion, histoire d'un hardi pourfendeur de préjugés et redresseur de torts, qui dit leur fait à tous les puissants, à tous les brutaux, à tous ceux aussi qui soutiennent la religion et la morale traditionnelle, et ce Francion pourrait bien représenter Théophile lui-même, selon certains commentateurs. Quelques caractéristiques de cette nouvelle philosophie qui va concerner nombre de libertins du XVIIe, philosophie de la nature, les récentes découvertes sur le plan de l'astronomie et de la géophysique, sur la question des origines et des structures de l'univers, même si elles ne sont pas acceptées par tous, et évidemment surtout pas par l'idéologie catholique au pouvoir, intéressent beaucoup les philosophes du XVIIe, comme Bruno, Gassendi, plus tard Hay et beaucoup d'autres. Philosophie de la vie, faire vivre les hommes comme des dieux, que personne ne prenne la hardiesse d'entrer ici s'il n'a l'âme véritablement généreuse, s'il ne renonce aux opinions du vulgaire et s'il n'aime les plaisirs d'amour, écrit Sorel.
L'âme généreuse, c'est d'abord le mépris des richesses et des honneurs. Plus de 150 ans avant la Révolution, Sorel et Théophile critiquent le principe d'une aristocratie de naissance, se montrent adversaires au régime autoritaire. Pour Sorel, le généreux, donc le libertin, ne se soumet pas, ne se conforme pas. Individualiste avant tout, il échappe à la masse. Sa force et l'indépendance de sa pensée, il n'adhère pas à l'opinion universelle. Au lieu d'admettre béatement et servilement ce qui est imposé, il préfère raisonner. On est très proche du douter, chercher, comprendre que Bayle énoncera 50 ans plus tard. Sorel, par la bouche de Francion toujours, s'attaque aussi à la société, à sa cellule constitutive, la famille, et à son contrat de base, le mariage. Dans l'état social rêvé, là où les hommes vivraient comme des dieux, les lois de la nature primeraient sur les lois du monde. L'union libre serait la règle, et ceci serait cause d'un très grand bien, car l'on serait contraint d'abolir toute prééminence et toute noblesse, chacun serait égal, et les fruits de la terre seraient communs. Ainsi, dès le début du XVIIe siècle, le libertinage dix-huitiémiste est décrit, et même au-delà du libertinage, les ébauches d'une utopie qui n'est pas sans évoquer une sorte d'anarchisme communiste, tel celui d'un Élysée reclus, par exemple. Le prêtre docteur en théologie, professeur de rhétorique et de philosophie, Pierre Gassendi, que j'évoquais tout à l'heure, était un grand érudit. Le plus savant parmi les philosophes, le plus habile philosophe parmi les savants, selon Tellman. Le plus éclairé des philosophes et le moins présomptueux, selon Saint-Évremond. Un esprit païen dans une âme chrétienne, un cœur humble agité par une intelligence avide et indocile, pour René Pintard. Gassendi débute en 1624 par la critique de la scolastique aristotélicienne, avant d'entreprendre la réhabilitation de l'épicurisme dans sa vie d'Épicure. Même s'il est toujours resté prêtre et n'a jamais renié sa foi catholique, Gassendi a beaucoup œuvré pour le scepticisme, l'ouverture d'esprit et la liberté de penser. Dans l'Encyclopédie, par exemple, Diderot le présente comme un des hommes qui font le plus d'honneur à la philosophie et à la nation. Il avait des mœurs douces, le jugement sain et des connaissances profondes. Il était versé dans l'astronomie, la philosophie ancienne et moderne, la métaphysique, les langues, l'histoire, les antiquités. Son érudition fut presque universelle. Sa vie fut pleine de troubles. Sans cesse, il attaqua et fut attaqué. Naudet, Lamotte, Levaillet et Diodati comptent parmi ses proches amis. Ils formèrent tous quatre ce qu'on appelait la fameuse tétrade dans les années 1628-1632. On retiendra surtout sa critique de la méthode cartésienne, son dogmatisme, l'arbitraire de ses démarches, point de départ et supposé. Mais bon, je vous épargne les détails de ces débats philosophiques qui ont vivement animé tout le petit monde intellectuel, libertin comme anti-libertin, dans le second quart du XVIIe siècle. Et si vous visitez le musée Gassendi, vous verrez qu'il s'intéressait également à la géologie et qu'il allait fréquemment dans les Alpes rechercher et étudier les fossiles. Lamotte Levaillet, auteur des dialogues d'Horatius Tubero, de l'Hexaméron rustique et de la vertu des païens, conseiller du roi Louis XIII, secrétaire d'ambassadeur, précepteur du duc d'Anjou, puis brièvement du futur Louis XIV, il fut un sceptique érudit, continuateur de Charles et de Montaigne, estimé de Naudet et de Bayle. Ami également de Gassendi et membre de la tétrade, comme je l'ai dit, il l'assiste dans ses observations astronomiques. Dans son apologie pour tous les grands personnages qui ont été faussement soupçonnés de magie, publié en 1625, Gabriel Naudet, médecin et philosophe, ami de Gassendi, défend la thèse suivante. Si de grands personnages ont été faussement soupçonnés de magie, c'est sans doute parce que l'on a pris pour magie le produit d'un savoir qui dépassait génialement son temps. Il explique qu'il faut enseigner aux hommes le sens critique pour leur éviter d'être des victimes consentantes de l'imposture.
Naudet avait été élève et disciple au collège de Navarre de Claude Bellurget, régent de rhétorique, qui se moquait ouvertement des saintes écritures, du purgatoire, de Moïse, des prophètes, des miracles, des visions, de la révélation, disant que les plus sots livres du monde étaient la Genèse et la vie des saints, que le ciel empyré était une pure fiction, etc. Naudet professe qu'il n'y a pas une religion qui ne fût une invention politique pour mener le monde. Le romancier Savinien Cyrano, dit Cyrano de Bergerac, à ne pas confondre avec le personnage fictif de la pièce de Rostand qui n'en a été qu'une pauvre caricature. Cyrano était lui aussi ami de Naudet, de Lamotte-Levaillé, de Gassendi, et il fut même une sorte de précurseur de la littérature de science-fiction avec ses États et empires de la Lune et États et empires du Soleil. Cet ensemble est libertin, non pas dans le sens d'un texte qui s'en prend à la religion ou chante la débauche, mais un roman qui incite ses lecteurs à résister à l'endoctrinement, qui entretient en eux l'esprit d'examen contre l'esprit de système. Alors, je n'en dis pas plus sur Cyrano parce qu'il faut aller vite et je vous suggère, s'il vous intéresse, de venir écouter le 27 juin prochain à l'Hospitalet, par là-bas, où il donnera, dans le cadre de notre petite université populaire de Lure, une conférence intitulée « Le vrai Cyrano de Bergerac ». En 1655 paraissait à Paris un ouvrage anonyme intitulé « L'école des filles », Bible de l'érotisme, manuel d'amour, manuel de savoir-vivre, manuel de liberté et livre de sagesse, selon Jacques Prévost. Quel qu'en soit l'auteur, qu'on ne connaît pas, il faut reconnaître que grâce à cet ouvrage, tout entier consacré à la vie sexuelle de la femme, la sexualité féminine est reconnue et explorée, alors que directement ou indirectement, la sexualité masculine a une place dans la littérature française. Jusqu'à l'école des filles, la sexualité féminine est évaporée dans les métaphores entre Ève pécheresse et Marie, vierge pour l'éternité. La représentation de la femme passe conventionnellement par la maternité et la condition domestique, qui suppose vertu d'abnégation, de modestie et de pudeur, de soumission au mari-maître, d'oubli de son propre corps. Le résultat de l'école des filles est justement de restaurer la femme, la fille, dans une de ses dimensions naturelles, de lui rendre un corps, une liberté, de lui restituer un sens et des sens, ainsi que le droit au désir et au plaisir. Revenons à notre tableau. Roger de Rabutin, comte de Bussy, dit Bussy-Rabutin, cousin de la marquise de Sévigné, fut l'auteur de l'histoire amoureuse des Gaules, qui lui valut embastillement, obligation de démissionner de ses charges militaires et bannissement, Louis XIV s'étant senti visé par ses contes à clé où Bussy dépeint sans ménagement la décomposition morale de la cour. Pour Prévost, Rabutin est libertin, non pour avoir mené une vie de débauché, mais non pour avoir raconté des histoires de coucherie, mais parce que l'histoire amoureuse des Gaules prend le risque de dénoncer les complaisances et de réfuter les beaux mensonges sous lesquels on dissimule les réalités de l'élite sociale à laquelle il appartient. Il démystifie la société de cour, il démystifie les personnages qui la composent. L'entourage royal a eu raison de voir dans cet ouvrage une dimension politique. Bussy jette à bas les idoles devant lesquelles on invitait la foule à se prosterner et en qui elle aliénait ses rêves de grandeur. Charles Marguetel de Saint-Denis, seigneur de Saint-Évremont, fut militaire et brièvement ambassadeur de Louis XIV. Pour Prévost, ce fut une pensée curieuse de tout et comme aux aguets, incessamment vivace, d'une extrême lucidité. Les écrits railleurs et l'ironie dévastatrice de cet insoumis lui vaudront, après plusieurs embastillements, puis l'exil en Angleterre, un exil en Angleterre d'où il refusera de revenir malgré la grâce pressante de Louis XIV.
L'exilé avait trop de noblesse pour commencer à devenir courtisan, écrit Didier Foucault. Grand ami de la fameuse Ninon de l'Enclos, on va en parler dans quelques minutes, quelques secondes, il lui écrira pendant 40 ans. Pour Saint-Évremont, l'homme est mu incessamment par la poussée de ses désirs. Le désir, source de la volonté d'agir, n'est pas mauvais en soi puisqu'il constitue le fond de la nature humaine. Il n'y a donc aucune raison juste de le nier ou de le dédaigner. L'homme n'est pas coupable de désirer. D'autre part, la nature a mis en l'homme l'appétit de plaisir. La vie humaine doit être par nature une quête du plaisir. Désir et plaisir sont donc bons et ne doivent engendrer originellement nul sentiment de culpabilité. Amen. Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, comme on le connaît, pour Périns, il est libertin jusqu'au moelle. Peut-être assista-t-il, aux côtés de ses amis Chapelle et Cyrano, aux leçons de Gassendi. Il fut en tout cas un familier du salon de Ninon de l'Enclos. Louis XIV lui fera attendre 5 ans l'autorisation de représenter librement en public le Tartuffe, pièce absolument injurieuse à la religion et capable de produire de très dangereux effets, selon la Gazette de France. Dans Don Juan, dont il a été question tout à l'heure, c'est le portrait du parfait libertin qu'il dresse. Foncièrement libre penseur, il n'admet rien qui ne sache de science certaine. Il ne croit rien puisqu'il ne croit qu'aux choses dont il a une connaissance directe, sensible, positive. Il ne professe d'autre culte que celui du beau qui le ravit, partout où il le trouve. Les modèles de Don Juan, pour Didier Foucault, il ne fait aucun doute. Dans la bouche de Sganarelle ou de Don Juan, bien des propos reflètent ses propres convictions philosophiques, Molière. Dans le passé, peut-être, le fameux Théophile de Viau encore, peut-être Nicolas Vauquelin des Yvetot, qui fut précepteur du jeune Louis XIII, plus près de lui, Lyonne, Retz, Vivonne, Guiche, Bussy, tout personnage que Molière a côtoyé à la cour, chez Ninon, au cabaret ou au théâtre. Comme eux, Don Juan est vicieux et dissolu, impie et fanfaron d'impiété, fier et hardi, audacieux et cynique, généreux et d'esprit large, autant que libre, précurseur des roués de la Régence, non moins que successeur des effrontés de la Fronde, écrit Périns. La critique dévote va jusqu'à estimer que Monsieur de Molière est un des plus dangereux ennemis que le siècle ait suscité à l'Église de Jésus-Christ. Signalons au passage encore un ouvrage, celui de l'ami Anthony McKenna, éminent chercheur baylien et grand 17e avec qui j'ai eu l'honneur et la chance de travailler et d'organiser des colloques, et qui a publié en 2005 un excellent essai intitulé « Molière, dramaturge libertin ». Alors vous allez me dire, que d'hommes, et où sont les femmes dans tout ça? Je vous dis ça parce qu'on me l'a dit, évidemment, la dernière fois que j'ai donné cette conférence. Et donc j'ai fait un petit rajout. Alors il est vrai qu'il y en a peu, il y a très peu de femmes romancières, philosophes, ou en tout cas ayant publié, donc dont on garde des traces. Mais on se doit évidemment de citer celle dont on a déjà évoqué un petit peu, Ninon de l'Enclos, 1630, 1715, dont le salon constitua tout au long de cette seconde moitié du XVIIe siècle le vrai lieu de ralliement pour les libertins. Âgée d'à peine 14 ans, elle disait déjà à Talleyrand des Réaux « Fort bien voir que les religions étaient de pures imaginations et qu'il n'y avait rien de vrai à tout cela. » Selon Périns, dans son premier salon, rue des Tournelles, le libertinage, l'épicurisme, l'impiété atteignaient au plus haut degré d'insolence qu'on puisse imaginer. Et Diderot, dans son article de l'Encyclopédie sur l'épicuréisme, considère, à propos de ce qu'il intitule épicuréisme moral, que la plus ancienne et la première de ces écoles où l'on ait pratiqué et professé la morale d'Épicure était rue des Tournelles, dans la maison de Ninon l'Enclos. C'est là que cette femme extraordinaire
rassemblait tout ce que la cour et la ville avaient d'hommes polis, éclairés et voluptueux. Déjà, au début du siècle, dans les années 1620, Marie de Gournay, la fille d'alliance de Michel de Montaigne, qui aida le philosophe en 1588 à corriger les épreuves de la 4e édition de ses célèbres essais, tenait une sorte de petit salon que d'aucuns surnommaient l'Académie des beaux esprits, autrement dit des esprits forts, c'est-à-dire des athées, incroyants, irréligieux. Salon que fréquentaient notamment les poètes, libres penseurs et libertins, Guillaume Colté, Nicolas Frénicle, Théophile de Viau, encore. Alors je parle plus en détail de cette Marie de Gournay dans une de mes conférences qui est construite en forme de triptyque, qui s'intitule « Aux origines du féminisme, trois femmes remarquables », dont elle occupe le volet central, après Christine de Pisan, 14e, 15e siècle, et avant Olympe de Gouges, 18e. Je vais d'ailleurs donner cette conférence très prochainement, c'est vendredi prochain, 5 avril à Villeneuve, près de Forcalquier, à 20h30. Et puis citons aussi deux hautes figures féminines des Lumières. D'abord Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, qu'on connaît mieux sous le nom raccourci de Émilie du Châtelet, qui fut autant mathématicienne et physicienne de haut niveau que femme de lettres, et qu'une amitié très forte et une complicité intellectuelle lia pendant 15 ans, de 1734 jusqu'à sa propre mort en 1749, à Voltaire. On lui doit la traduction en français des Principia Mathematica de Newton, enrichi de ses propres commentaires, et la diffusion en France des travaux physiques de Leibniz par son ouvrage Les institutions de physique en 1740. Et outre ces travaux de mathématiques et de physique qui sortent de notre sujet, elle travaille avec Voltaire à une lecture critique de la Bible. Elle est également l'auteur de plusieurs petits textes, Doutes sur les religions révélées, adressées sous forme de lettres à Voltaire, et d'une dissertation sur l'existence de Dieu. Et puis Louise-Marie-Madeleine Guillaume de Fontaine, épouse Dupin, plus connue sous le raccourci de Louise Dupin, qui reçoit dans son château de Chenonceau ou dans son hôtel parisien des intellectuels comme Voltaire, Buffon, Fontenelle, Montesquieu, Condillac, ainsi que Jean-Jacques Rousseau, qui sera son secrétaire de 1745 à 1751 et qui écrira sous sa dictée sa Défense des femmes et l'égalité entre les sexes, ouvrage inachevé qui demeurera inédit de son vivant, du vivant de Louise Dupin. Et George Sand, dont Louise était l'arrière-grand-mère par alliance, dira d'elle « Elle écrit la langue de son temps, mais elle a le tour de Montaigne, le trait de Bayle, et l'on voit que cette belle dame n'a pas craint de secouer la poussière des vieux maîtres. » Et voici donc reparaître Pierre Bayle. Voilà. 1647-1706, celui qui fait le lien, la jonction entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, et qui fut pour Jacques Prévost une des plus hautes figures intellectuelles du XVIIe siècle, un esprit d'exigence et de rigueur, et dont la volonté d'indépendance fera qu'ici et là, en France et en exil, renié par les réformés comme par les catholiques, il ne connaîtra d'autre paix que celle de sa conscience. Pour François de Gros, Bayle ne fut pas moins qu'une intelligence ravageuse qui a mené le travail de sape le plus vertigineux à l'intérieur des dogmes et des doctrines de son temps. Ses pensées diverses sur la comète, publiées en 1683, ont été conçues à partir de l'inquiétant constat qu'il a pu faire de ce que la religion chrétienne, non seulement n'avait pu guérir les hommes de la superstition et de la crédulité, mais avait même contribué, spécialement sous sa forme catholique, à les entretenir dans l'opinion publique. La comète de 1680 lui fournit le prétexte d'une vaste étude de mentalité où il devra embrasser les domaines de l'anthropologie, de la sociologie, de l'histoire politique, de la théologie et de l'histoire des religions. Pour notre
philosophe ariégeois qui aura vécu en fait plus longtemps à Rotterdam que dans son comté de foi natal, les systèmes religieux ne sont que le produit de l'imagination affolée de l'homme, de ses peurs et de ses vices, qu'ils poussent à leur paroxysme. Bayle dérange, écrit Prévost, parce qu'il conteste méthodiquement les grands ordres établis. Il sème le désordre. Il érige la contradiction en méthode. Homme de culture et d'érudition, prodigue en exemples puisés dans les ouvrages anciens, il est l'écrivain de la lumière. Non pas que Bayle soit un écrivain lumineux, il est bien au contraire parfois d'un didactisme lourd et fastidieux. Mais il y a chez lui un appel de la lumière, une vocation à la lumière, la volonté de faire la lumière, de vivre dans la lumière. Je fais une petite parenthèse dans sa citation pour préciser qu'un de ses textes de Bayle s'intitule justement « Éclaircissement ». Parce qu'il refusait de soumettre l'intimité de sa conscience à quelque autorité terrestre que ce fût, d'obéir donc, il était par définition un libertin. Et pour Didier Foucault, le scepticisme de Bayle est critique, en ce sens qu'il est systématique et écarte tout ce qui ne repose pas sur des bases fiables, mais aussi constructif, car il ouvre la voie à une connaissance historique solide et méthodique. Vous voyez que ce Bayle mérite bien une pleine conférence à lui tout seul. Selon les écrits de Bernard Le Bovier de Fontenelle, plus connu sous le seul nom de Fontenelle, 1657-1757, un centenaire donc. Neveu de Pierre Corneille et disciple de Bayle, il n'y a de vérité qu'on ne puisse comprendre ou expliquer avec la raison et par conséquent, tout ce qui échappe aux lumières de la raison est faux et sans intérêt. Ainsi, dans son Histoire des oracles, il critique sévèrement la religion et les croyances populaires. Et à partir du XVIIIe siècle, la situation va se complexifier, la distinction se creusant entre, d'une part, les philosophes qu'on dira des Lumières, et d'autre part, les romanciers qu'on qualifiera de libertins, et pour lesquels on parlera parfois de manière résolument péjorative de littérature de boudoir ou d'alcôve. Alors, dans notre catalogue iconographique, les premiers apparaîtront à gauche, et les seconds à droite. En fait, comme le suggère Jean-Christophe Abramovici, si le même combat semble se poursuivre sous les Lumières, plus personne n'ose se revendiquer libertin. Le mot est même violemment rejeté par les philosophes, craignant comme la métrie qu'on fasse le procès à cette aimable liberté sous l'odieux nom de libertinage et de débauche que j'ai en horreur. Et pourtant, comme le remarque Patrick Waldlazowski, tout ce que la philosophie doit à ses récits obscènes, tout ce que le roman libertin apporte aux Lumières. Un petit peu donc comme si les philosophes se réjouissaient que le sale boulot soit fait par d'autres. Ce qui n'empêchera pas, comme nous le verrons, des amitiés et des admirations de part et d'autre de la frontière, qui sera même franchie par d'aucuns, comme nous le verrons tout à l'heure, et pas des moindres. Alors, quelques romanciers libertins. Commençons par celui que les 18e actuels considèrent comme le romancier libertin type, Claude de Crébillon, dit Crébillon fils, qui bénéficiait de l'amitié de Voltaire et du philosophe anglais David Hume. Il est l'auteur de nombreux romans, dont Tanzai et Néa Darnay, Histoire japonaise, qui lui vaudra un séjour au fort de Vincennes, du Sofa, qui lui vaut 3 mois d'exil, puis Les Amours de Zéokinizul, roi des Cophirans, qui épingle Louis XV et son goût prononcé pour les jeunes filles. On en reparlera tout à l'heure. Jean-Charles Gervaise de Latouche est l'auteur présumé de la fameuse histoire de Dom B, portier des Chartreux, B pour Bougre bien sûr, le plus infernal des romans obscènes, selon Alain Clerval, pour qui ce roman fait incontestablement partie du mouvement des Lumières, en fondant l'apologie du plaisir des sens sur les clartés de l'entendement, libérées des préjugés et de la tyrannie exercée par l'Église. Le marquis de Sade lui-même comptait cet ouvrage
parmi ceux qui contribuèrent à la formation de son esprit. Marquis provençal, Jean-Baptiste de Boyer d'Argence, correspondant et ami de Voltaire, qui rejoindra à Berlin en 1742 auprès du roi de Prusse Frédéric II, un roi philosophe, revendiquant son athéisme et amateur des Lumières. Boyer d'Argence est vraisemblablement l'auteur de Thérèse philosophe, autre grand texte libertin. Selon Michel Delon, un des plus virulents récits érotiques anticléricaux, lui aussi très apprécié de Sade. Et de moi-même, je dois dire, c'est un régal ce roman. Je vous le recommande. Thérèse philosophe. Des pages absolument hilarantes. À l'origine, un procès retentissant qui défraya la chronique dans les années 1730-1731, opposant le père Girard, directeur de conscience jésuite, à sa pénitente Marie-Catherine Cadière. Ici, les personnages se nomment le père Tirac et Héradis, donc des anagrammes tout à fait transparents des protagonistes réels. Nicolas Restif, dit Rétif de la Bretonne, écrivain prolifique, plus de 200 volumes, paraît-il, publiés. Né dans une famille de paysans aisés de l'Auxerrois, il fut d'abord imprimeur. Bon observateur de ses semblables, collectionneur de femmes et de chaussures féminines, paraît-il. Rétif est une sorte d'anthropologue de son temps, et plus particulièrement du monde des prostituées. On lui doit entre autres deux pornographes, puis Le pied de Fanchette, Le paysan perverti ou les dangers de la ville, Les nuits de Paris. Tout un programme. Rétif s'opposait vigoureusement à Sade, l'accusant d'associer le libertinage à la souffrance en faisant, lui, de son côté, un jeu joyeux, un art léger et frivole, où il n'est question ni de victime, ni de bourreau. Autre auteur, André Robert Andrea de Nercia, qui est pour certains le plus grand romancier érotique de toute l'Europe, sachant exprimer le pur libertinage, sans être vulgaire, n'avilissant jamais l'esprit en excitant les sens. Les fantasmes de Nercia se situent eux aussi aux antipodes de ceux du marquis de Sade. Pas de fouet, pas de viol, pas de sang. Tour à tour militaire, diplomate, musicien et poète, bibliothécaire en Allemagne, agent secret aux gages de la République pendant la Révolution, garde du corps de Madame de Bonaparte, chambellan de Caroline de Naples, donc une sacrée carte de visite, il finit par être emprisonné à Rome au château Saint-Ange, dont il ne sortira que pour mourir. Outre Félicia ou Mefreden, il publie plusieurs autres romans libertins, dont Le Doctorat impromptu, Mon noviciat ou Les joies de Lolotte, Montrose ou Le libertin par fatalité, Les Aphrodites et Le diable au corps, qui a été publié en 1803, donc posthume, mais tout de même plus d'un siècle avant celui du petit Radiguet. On se souvient peut-être que Guillaume Apollinaire lui-même, le poète, on le voit ici sur cette couverture d'un livre que j'ai pu également trouver chez un bouquiniste. Guillaume Apollinaire s'intéressa beaucoup aux romanciers libertins et il consacre un des volumes de sa fameuse série Les Maîtres de l'amour à Nercia. Autre grand auteur, Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, grand tribun de la période révolutionnaire, qui alterna dans sa jeunesse entre 1774 et 1780, persécuté par son propre père, séjours en prison, surtout au donjon de Vincennes, et fuite à l'étranger, en Suisse ou en Hollande. Il fut aussi un polygraphe invétéré. Sa bibliographie intégrale compterait quelques 750 titres. Ça paraît énorme. Et entre autres, un écrivain libertin, puisque après ses premiers ouvrages, des pamphlets politiques, essais sur le despotisme, et des lettres de cachet et des prisons d'État, il était bien placé pour en parler, il publie un Erotica Biblion en 1783, et la même année, Ma conversion ou Le libertin de qualité. Pour Mirabeau, les deux domaines sont liés, et la dénonciation de l'arbitraire politique aboutit à l'espoir que la libération des mœurs et la frivolité pourraient apporter un correctif au despotisme. Je cite, « Si le caractère national est gai, frivole et flexible,
adouci et modifié par l'irrésistible influence du sexe faible sur le sexe doué de force, il tempérera les inconvénients terribles qui peuvent et doivent résulter de l'arbitraire. Le plus emblématique des romans du libertinage est certainement les fameuses Liaisons dangereuses de Pierre-Ambroise François Coderlo de Laclos, roman épistolaire que le comte de Tilly considérera avec indignation comme un des flots révolutionnaires qui a submergé la cour, un de ces météores désastreux qui ont apparu sous un ciel enflammé à la fin du XVIIIe siècle. Pour Roger Vaillant, à qui on doit une magistrale biographie de notre auteur, la place de Laclos, homme de pensée, est de tout premier rang dans l'histoire de la pensée rationaliste et libératrice. Militaire, il est mort au combat, général des armées de la Révolution, physicien et géomètre spécialisé en balistique, Laclos est issu d'une petite noblesse récente d'origine bourgeoise, et outre les fameuses liaisons, 1782, il est également l'auteur d'un texte majeur dans l'histoire de la libération de la femme, de l'éducation des femmes, qui ne sera publié que 120 ans après sa mort en 1903. Pour Vaillant, Laclos, qui n'était pas un libertin lui-même, a entrepris de dépeindre ce monde parce que jeu de société, jeu rigoureux comme les échecs, jeu dramatique comme la corrida, le libertinage ne pouvait que fasciner Laclos, qui était ambitieux, géomètre et soldat. Alors impossible de ne pas citer ici, de ne pas évoquer le fameux Donatien Alphonse François Marquis de Sade, bien qu'il soit un peu hors de notre sujet, puisque l'essentiel de son œuvre écrite ne l'a été qu'après 1790, donc après la Révolution. Ce personnage trouble est considéré par certains, les surréalistes notamment, les structuralistes et les situationnistes à leur suite, comme un génie littéraire. Pour Georges Bataille, Sade est l'un des hommes les plus rebelles et les plus rageurs, un homme en un mot monstrueux que la passion d'une liberté impossible possédait. Dans certains de ses textes, en particulier dans son dialogue d'un prêtre et d'un moribond, et dans la philosophie dans le boudoir, Sade portera des attaques extrêmement virulentes contre la religion. Alors, quelques philosophes des Lumières. Jonathan Israël, un ami conférencier, professeur britannique vivant aux États-Unis, où il enseigne depuis plus de 20 ans, est l'auteur d'un ouvrage majeur et magistral, Les Lumières radicales, la philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité, 1650-1750, que je recommande vivement. On y découvre des quantités impressionnantes de penseurs disséminés à travers toute l'Europe, et qu'il est évidemment impossible de citer tous. J'en retiendrai qu'un tout petit nombre, et seulement en France. Donc on revient à la partie gauche. Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, dont Hubert Juin dit que ses ancêtres sont plus qu'on ne le croit, Montaigne et Rabelais, donc, que nous avons évoqué tout à l'heure. Je ne vous présenterai pas non plus François-Marie Arouet, dit Voltaire, qui, selon Paul Souquet, appelle Pierre Bayle mon père et procède de lui et s'en nourrit. Mais Jouary le qualifie de déiste assez intolérant. Ni Jean-Jacques Rousseau, sinon pour relever que s'ils ont manifestement et incontestablement apporté leur pierre et à l'histoire de la pensée et à la Révolution et l'avènement de la République, ce n'est pas tant sur le plan du libertinage, ni de mœurs, ni d'esprit, mais bien plutôt dans les domaines politiques, sociaux, législatifs, donc un peu en dehors de notre sujet d'aujourd'hui. Et puis surtout, Denis Diderot, l'initiateur et l'animateur contre vents et marées de l'encyclopédie, cette formidable aventure didactique qu'il a menée principalement avec son compère Jean Leron d'Alembert, éminent mathématicien. Alors, Diderot, Jouary écrit que son refus
toute... voilà. Son refus de toute fermeture de la pensée oblige à le suivre dans ses constructions et déconstructions permanentes pour comprendre en profondeur ce que chaque état crée de neuf. Et Diderot donc se balade, comme je viens de le faire sur le diaporama, se balade allègrement à travers nos catégories parce qu'il appartient aussi un petit peu à la famille des romanciers libertins, avec quelques contes coquins et surtout un roman licencieux très sympathique, Les bijoux indiscrets, en 1748. Mais c'est avant tout un philosophe ultra, son athéisme et son matérialisme ne faisant aucun doute. Citons aussi Marie-Jean-Antoine Carita, marquis de Condorcet, et Étienne Bonneau, abbé de Condillac. Le premier mathématicien, élève de d'Alembert, spécialisé en statistique, économiste et philosophe, rédige les notices d'économie politique de l'encyclopédie et lorsqu'il sera député de la Convention, présentera, entre nombreux autres travaux, un projet de mise en place d'un enseignement public. Et le second, Condillac, philosophe sensualiste et logicien, est l'auteur d'un traité des sensations où il s'oppose vigoureusement à Descartes. D'autres, moins connus, moins médiatisés, me paraissent pourtant indispensables, d'autant que leur radicalisme est des plus salutaires. Je ne vais en citer que 4. Jean Mélier, curé athée des Ardennes, qui laisse à sa mort une bombe. Son testament, écrit entre 1719 et 1729, dans lequel il expose clairement que la religion est une superstition, Dieu une fiction, et le christianisme une imposture. Ce texte d'une audace exceptionnelle, dit Didier Foucault, est à la fois la critique virulente du christianisme et de la religion en général et l'exposé d'une conception du monde matérialiste et athée. Le curé anarchiste n'hésite pas à appeler de ses voeux la révolution. C'est lui l'auteur d'une formule rendue célèbre selon laquelle il était hautement souhaitable que tous les grands de la terre et tous les nobles fussent pendus et étranglés avec des boyaux de prêtres. Il faut exciter partout les peuples à secouer le joug insupportable des tyrans. Et une dernière citation de ce testament: que les prêtres, que les prêcheurs, que les docteurs et que tous les fauteurs de tels mensonges, de telles erreurs et de telles impostures s'en scandalisent et qu'ils s'en fâchent tant qu'ils voudront après ma mort, qu'ils me traitent après, alors s'ils veulent d'impie, d'apostat et d'athée, qu'ils me donnent pour leur tant d'injures et de malédictions qu'ils voudront, je ne m'en embarrasse pas ce guère. Le médecin philosophe jovial et farceur Julien de la Métrie est l'auteur entre autres d'ouvrages aux titres qui en disent long, à la fois sur son matérialisme radical et sur sa conception hédoniste de l'existence. Discours sur le bonheur, l'art de jouir, la volupté, l'homme magique. Ces textes provocateurs lui vaudront, à partir de 1748, l'exil auprès, lui aussi, de l'accueillant roi philosophe Frédéric II. Fils d'un médecin de Louis XIV, Claude Adrien Helvétius, est fermier général, donc extrêmement riche. Il n'en est pas moins généreux et distribue largement autour de lui. Il finira d'ailleurs par avoir la belle audace de démissionner de sa charge, pourtant prodigieusement rentable. Ami de Voltaire, mécène des encyclopédistes, ce philosophe hédoniste est l'auteur de l'Esprit, livre qui sera l'année suivante lacéré et brûlé en place publique par le bourreau pour athéisme. Et puis un autre livre, De l'homme, qui ne sera publié qu'après sa mort. 20 ans avant la Révolution, il prêche une suppression des impôts prélevés pour faire vivre l'Église catholique et une redistribution de cet argent aux paysans pour leur permettre de s'approprier la terre qu'ils travaillent. Hubert Jean écrit à son propos: Helvétius est matérialiste. La religion n'est pas pour lui l'expression du fanatisme, c'est une erreur philosophique. Le monde, pour être, n'a pas besoin de Dieu. Mieux encore, l'idée de Dieu est une idée encombrante qui ne trouve plus sa place dans la construction logique. Et enfin, Paul-Henri Dietrich, baron d'Holbach,
philosophe matérialiste et sensualiste, ami très proche de Diderot, est radicalement et résolument athée. Sa fortune lui permet d'entretenir un salon réputé, fréquenté par les plus grandes intelligences européennes de l'époque, Diderot, Helvétius, Hume, Voltaire, Rousseau, d'Alembert, Condorcet, Buffon. L'un des principaux collaborateurs de l'encyclopédie, près de 400 notices sur des sujets scientifiques, géologiques ou minéralogiques sont de sa plume, ce lecteur, traducteur et écrivain boulimique rédige des milliers de pages sous pseudonyme, dont Le christianisme dévoilé et Le système de la nature, ouvrages condamnés au bûcher, car représentant un véritable arsenal antichrétien. Alors, influence sur la Révolution, point d'interrogation. Le libertinage, les libertinages, auraient-ils joué un rôle dans l'avènement de la Révolution française? Il n'est pas question, bien sûr, de prétendre que le libertinage est à l'origine de cette révolution qui est censée avoir débuté avec la fameuse prise de la Bastille, dont voici une image à laquelle vous avez peut-être échappé dans vos livres d'histoire. On sait qu'il y a bien sûr de multiples raisons à cette révolution, des raisons surtout politiques, économiques, des raisons sociales, mais une influence parmi d'autres. Point d'interrogation. Je crois que tout au long de ce petit historique du libertinage que j'ai tenté de vous livrer, un peu fouillis, un peu long, on a pu s'en rendre compte. Je ne reviendrai donc pas sur ce qu'a pu apporter chacun de ces écrivains, philosophes, poètes, romanciers, penseurs de tout poil, tant du XVIe, du XVIIe que du XVIIIe. Mais je crois qu'il est indéniable, en effet, que chacun d'eux a amené quelque chose à l'édification de la barricade. Chacun d'eux a œuvré à cette guerre idéologique qui est enfin parvenue à mettre à bas un système, la monarchie, qui était devenue absolue, et qui, s'appuyant sur l'énorme et efficace machine de l'Église catholique, maintenait le peuple français dans une servitude et une misère insupportable. Savoir si cette révolution a réussi, c'est un autre débat. Savoir de quelle révolution l'on parle, celle du peuple, dont on s'est servi et qui, comme chaque fois, s'est fait berner, ou celle des bourgeois, qui y ont tout gagné, c'est encore un autre débat. En tout état de cause, les romanciers libertins du XVIIIe et leur fiction ont bien contribué, comme le dit Alain Clerval, à saper le système de croyance qui soutenait l'édifice de la royauté. Et à travers l'Église, c'est toute la symbolique du pouvoir monarchique qui a été menacée. En ce qui concerne les philosophes tant du XVIIe que du siècle suivant, permettez-moi de citer encore une fois l'ami Didier Foucault, qui écrit « Libertin », point d'interrogation. Bayle, Fontenelle ou Méliès le sont, comme tant d'autres auteurs de manuscrits clandestins encore mal identifiés. Mais le sont aussi Voltaire, Diderot, Lamétrie, d'Holbach et la plupart des encyclopédistes. Ils le sont tous en tant que continuateurs du travail de sape de l'hégémonie religieuse sur la vie intellectuelle et la société. Ils le sont dans leur combat contre l'infâme et la défense de causes qui passionnèrent l'opinion, les affaires Calas, le Sirvin, l'exécution du chevalier de la Barre. Ils le sont parce qu'ils professent des idées hostiles au christianisme et proposent des systèmes philosophiques étrangers à cette doctrine. Alors notons au passage que dans ces deux dernières citations, qu'il s'agisse des romanciers libertins ou des philosophes, on trouve cette même idée de sape, c'est-à-dire, dit le dictionnaire, de destruction des fondements, des bases, des principes. Pour Paul Souquet, auteur en 1890 d'un Pierre Bayle libre penseur et politique, la Révolution a été préparée au XVIIe siècle par la publicité européenne des écrits de Bayle,
réimprimé plusieurs fois de son vivant même. En établissant par 25 années de polémique son système de la libre pensée religieuse et philosophique, il s'est constamment placé au point de vue des applications politiques possibles et nécessaires. Il a, le premier, organisé d'une façon tout à la fois théorique et pratique la libre pensée comme facteur moral et social inhérent à l'individu, indispensable dans l'État. Resté fort en deçà de Rousseau et presque à l'antipode pour la notion du citoyen et de la citoyenneté et de la souveraineté, Bayle le dépasse. Il dépasse Locke, il atteint Condorcet et dépasse beaucoup d'hommes de la Révolution pour la ferme manière de concevoir la fonction de l'État par rapport aux objets de la croyance tant morale et métaphysique que proprement religieux. Libre pensée comme facteur moral et social inhérent à l'individu, autonomisation de la morale, liberté de conscience, de pensée et de choix. C'est bien là l'essentiel du combat mené par tous ces hommes et ces femmes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles dont nous venons de parler. Et gardons-nous bien de croire que cette lutte et cette recherche soient complètement terminées, car la liberté n'a pas de fin. Alors une petite précision au sujet de l'image. Une petite remarque donc au sujet de cette image que j'ai retenue pour l'affiche et le générique de début du diaporama. Alors il s'agit d'un tableau intitulé parfois « La jeune fille allongée », parfois « L'odalisque brune ». On en a même des versions en odalisque blonde. Par le peintre François Boucher, qui avait pris pour modèle en 1752 une jeune fille, dont je peux vous donner le nom, mais je ne suis pas en mesure de vous donner son numéro de téléphone. Elle s'appelait Marie-Louise O. Murphy. Ses parents étaient d'origine irlandaise. Elle est née en 1737. Elle a donc aujourd'hui 287 ans. Elle en avait 15 lorsque Boucher la portraiture. Elle fut une des fameuses petites maîtresses du roi Louis XV qui était logée au aussi fameux parc au Cerf à Versailles. On raconte que c'est en voyant cette peinture-là que le roi a désiré connaître d'un peu plus près la belle enfant et il aurait déclaré qu'il la trouvait encore supérieure au tableau. Je vous remercie de votre attention.